Tu crois que si le 36 avait été au 38, on l'aurait quand même appelé 36 demanda Dax. Évrard fit gentiment mine de réfléchir avant de répondre non. Assise sur le parapet de pierre du quai des Orfèvres, face à l'entrée du siège de la police judiciaire parisienne, elle surveillait les fenêtres du troisième étage, celui de la direction. Pourtant, 38, ça sonnerait moins bien. Remarque, y a pire, 132 bis. T'imagines? J'appartiens au 132 bis. Les mecs, ils trouvent un autre nom. Moi, je te le dis. Évrard sourit et laissa son regard couler vers la Seine. Abrité par la vaste verrière de son poste de pilotage, un batelier menait sa péniche d'une main assurée. De l'autre, il tenait une tasse et savourait un café en cette heure matinale, sous le soleil d'automne qui découpait les arbres, les ponts, les immeubles d'un trait vif et précis. Évrard enviait la liberté du voyageur. Elle balançait alternativement ses jambes pour se donner du rythme et restait éveillée malgré la monotonie de la surveillance. La pierre granuleuse l'irritait à travers le tissu de son jean. Aujourd'hui, elle était de filature. Buron en tandem avec Dax et espérait que, comme promis, le ridicule ne tue pas. Par-dessus son coupe-vent, elle arborait un t-shirt sur lequel Orsini, fort de ses talents de lettriste, avait tracé le slogan « Commissariat en grève ». Une idée de Capestan. Puisqu'il ne pouvait planquer incognito, alors il s'exposait au grand jour, dans la position idéalement statique du gréviste au long cours. Pas de matériel, peu de droits. Leur brigade de flics placardisés avait de quoi revendiquer, autant que ça serve, avait-elle dit. Évrard, peu convaincu par ce stratagème, avait objecté que Buron, en les découvrant, ne risquait plus de bouger. Capestan avait insisté. Il ne pensera pas à une filature, il croira vraiment à une grève. Il nous prend pour des buses, et sinon, peu importe, on ne sait pas trop ce qu'on cherche, mais ça tient un lien avec le 36. Autant surveiller ce qui se passe dans le coin. On verra aussi qui réagit à notre présence. Dax, également installé sur le parapet, avait lui-même illuminé son t-shirt de grosse capitale baveuse. Brigade en rade. Avec les 8, ils avaient aussi pensé à un flingue pour un flic, une plaque, pas une claque, du pognon, pas d'aignon, et même à les stades français, qui les avait fait bramer de rire un long moment. De guerre lasse, Capestan avait choisi l'inscription la plus sobre. Une lueur d'appréhension dans le regard. Elle avait d'ailleurs jugé plus prudent de séparer les deux copains pour cette mission. Lorsqu'Évrard et Dax étaient arrivés à 8 heures, suivant Buron d'une petite minute, le gardien de la paix en faction à l'entrée, un jeune costaud au teint pâle et aux bras courts, les avait considérés avec curiosité. Le sourire narquois, il avait téléphoné à quelques supérieurs pour savoir ce qu'il fallait faire de ses collègues grévistes, qui manifestent à deux et en silence. Les dégagés avait-on dû lui répondre, puisqu'il était venu les voir en leur demandant gentiment de bien vouloir circuler. Évrard avait opposé un refus catégorique. Le planton était reparti en quête de nouvelles instructions. À son retour, il était escorté de 2 autres gardiens, à la mine tout aussi amusée. Ils avaient saisi le coude de Dax pour amorcer l'évacuation. Le lieutenant avait beuglé comme si on l'écharpait. « Violence policière, violence policière !» Les passants se retournaient, les touristes photographiés, et finalement, le toki du plancton avait crachoté. Du haut de ses fenêtres, un chef ordonnait de laisser pisser avant d'ameuter la population. Désormais, Évrard et Dax surveillaient les allées et venues sans encombre, un œil rivé à la vitre du directeur Buron. Évrard, investi de sa mission et de son camouflage, s'efforçait de conserver un air digne de flic injustement déchu, même si Dax et son expression de perpétuel enthousiasme ne lui facilitaient pas la tâche. Les branches du marronnier plantées sur la berge lui chatouillaient le haut du crâne, à la moindre brise, et n'aidaient pas non plus la concentration. Mais, l'un dans l'autre, le lieutenant et son regard faussement indifférent de bluffeuse ne perdaient aucun détail alentour. Pour communiquer avec Capestan, posté hors de vue sur un banc de place Dauphine, Évrard utilisait le kit main libre de son téléphone portable. Elle avait doublé les écouteurs façon casque MP3. Le forfait illimité de la commissaire assurait une liaison permanente. Dax coinça le piquet de la pancarte « Grève de la faim » entre ses genoux pour se libérer les mains,
Puis il extripa de son sac à dos jaune et gris un sandwich plus épais que le bottin. Quand il ôta le papier d'aluminium, un fumet prononcé de charcuterie s'évapora dans l'air frais de l'automne. « T'en veux un bout ?» proposa le jeune lieutenant à sa coéquipière du jour. « Il est au jambon, au poulet, au bacon et au pastrami. C'est ma mère qui l'a fait. Pour les casse-croûtes, elle s'y connaît. Il y a juste un peu de moutarde et pas du tout de salade. Comme ça, le pain, il est pas mouillé. Et elle met du sopalin autour pour que la lune ne donne pas de goût. T'en veux ?» Évrard refusa d'un sourire, et Dax enfourna son monument avec une satisfaction visible. Le gardien de la paix, un peu vexé, vint jusqu'à lui. « Je croyais que tu faisais une grève de la faim. » La bouche pleine, Dax hocha vigoureusement la tête. Il tentait de répondre quand une nuée de miettes s'échappa de son puissant clapet. Il le rabattit aussitôt. Il ne voulait pas gâcher un bon pain comme ça. Évrard récupéra la pancarte et le sortit d'embarras. « C'est moi qui prends le relais pendant 2 heures. Lui, il est en pause. »« Vous vous relayez. Vous faites une pause déjeuner pendant une grève de la faim, » s'assura le policier d'un ton mauvais. « Voilà, » confirma Évrard tandis que Dax acquiesçait, lèvres serrées. « Vous nous prenez pour des cons ?» C'était manifeste. Il leur fallait dévier l'accusation pour rester crédibles et conserver leur poste d'observation. Évrard puisa dans ses réserves d'amertume et argumenta façon passif-agressif. « Non, vous nous prenez pour des cons. Alors on se conforme, on est discipliné. C'est le secret du bon flic, non ? C'est comme ça que les patrons nous réintégreront dans une brigade normale de flics normaux. » Elle ne comptait pas s'acharner sur ce planton, mais elle tenait son discours pour tenir son rôle. En conversant, Évrard avait enlevé un écouteur. Ça faisait plus vrai. Dans l'autre, elle percevait la tension lointaine de Capestan qui suivait l'échange avec amusement. Un reflet sur les carreaux du bureau du directeur attira l'attention d'Évrard. Buron allait et venait devant sa fenêtre. Il finit par stationner quelques secondes, puis salua le lieutenant d'un long geste de la main. Elle attendit le départ du gardien de la paix pour avertir Capestan. « Y a Buron qui dit bonjour. » La voix de la commissaire lui parvient dans l'oreillette gauche. « T'as l'impression qu'il te salue, qu'il est étonné ou qu'il se fout de toi ?» Après un bref temps de réflexion, Évrard se rendit à l'évidence. « Je dirais plutôt qu'il se fout de moi. » 100 mètres plus loin, sur son banc, Capestan se demanda une fois encore où Buron voulait en venir et s'il les avait repérés en tant que filocheurs. Installé sur le terrain de pétanque qui dominait la place Dauphine, ce charmant havre de province planté face à la rigueur du palais de justice, la commissaire profitait d'une vue panoramique et organisait le relais. Tout en gardant une oreille avec Évrard et Dax, elle savourait de l'autre les bruits de la partie de pétanque en cours. Le choc sec et mat des boules en acier, le roulement feutré sur le sable semé de gravillons, des invectives, les moqueries et les conseils martelés avec une conviction pressante. On s'amusait, mais on voulait gagner. À tout prix, une partie après l'autre. Capestan balayait sans cesse les environs du regard. Un jeune homme couvert de dreadlocks, comme coiffé d'un poulpe en pleine sieste, traversa la place. Un autre jeune homme passa plus loin. Lui avait un casque vert et un bermuda. Capestan se redressa. C'était l'écureuil. Il était perché sur un vélo, celui devant lequel Merlot était censé planquer. Peu importait, on le retrouverait. Il s'agissait de ne plus le lâcher. Il se dirigeait vers l'entrée de la PJ. Capestan saisit le micro de son kit main libre et prévint Évrard. « Le gamin qu'on a coursé avec Thorez, il va arriver sur votre gauche, casque vert. Il faut le filer lui aussi, c'est notre cible prioritaire. » Le vélo sortait à peine de son champ de vision quand le deuxième téléphone de Capestan vibra. Elle décrocha. C'était Rosière. « Allô, Anne, tu ne devineras jamais. » Buron est sur la liste des passagers ? Non. Enfin, on ne sait pas, on ne l'a pas encore. Mais on a mieux. Le 2 juin 2005, le tribunal de Miami a condamné la compagnie maritime à verser des indemnités aux rescapés du naufrage. Pour fêter ça, le collectif des naufragés français a organisé une soirée à Boulogne et on a une vidéo. On a croisé avec les recherches de Torres sur l'emploi du temps de Marie Sauzel et la date de cette fête pourrait correspondre au soir de son meurtre. On doit visionner ça. On n'a pas de magnétoscope aux innocents. Où est-ce que... Mais si, on a, se gargarisa Rosière. Magnétoscope, lecteur DVD, Blu-ray, box, écran plat. J'ai même appelé pour CanalSat. On t'attend ? Oui. Je contacte Orsini pour lui confier mon poste et j'arrive.
Capestan raccrocha et fit défiler son répertoire à la recherche du numéro d'Orsini. Elle souriait blasée. CanalSat, vraiment. Dax profita de sa pause filature pour passer chez lui et prendre une douche. Une fois rhabillé de frais, il plongea les doigts jusqu'à la deuxième phalange dans le pot de gel fixation forte. Il répartit ensuite la substance en frottant ses paumes, puis l'appliqua harmonieusement sur sa chevelure mouillée. Il peigna ses courtes mèches sur le côté et acheva son œuvre en travaillant la houppette du pouce et de l'index. Satisfait du résultat, il sourit à son reflet dans le miroir de l'armoire à pharmacie et se lava longuement les mains. Pour séduire une fille propre, il faut des mains propres, répétait toujours sa mère. Dax avait des mains impeccables. Le jour où la fille propre passerait, il n'aurait pas besoin de chercher un lavabo. Il les essuya soigneusement dans sa serviette éponge, d'un blanc immaculé, puis apporta la touche finale à sa toilette en s'aspergeant d'eau de Cologne. Dax aimait sentir bon. Il ne comprenait pas les gars comme celui qu'il filait. Le vélo, ça fait transpirer. Ce jeune, n'empêche, il devait avoir des sacrées relations. Il était entré au 36, tranquille, sans montrer ses papiers. À la maison, il était. La réponse serait dans la vidéo. Capestan appuya sur lecture. Sur l'écran, la neige fit place à quelques zébrures. La couleur apparut, puis l'image se stabilisa enfin. Dans le canapé, Rosière et le Breton se turent. On entendit la bande tourner dans le magnétoscope. La cérémonie de commémoration se déroulait en plein air. Sur un vaste terre-plein, on avait aménagé un podium de planches surmonté d'un écran géant. Sur les côtés portaient de longues tables de banquet. À droite, elles étaient munies de bancs. Celles de gauche faisaient office de buffet, avec leurs plateaux en carton, aux petits fours soigneusement alignés. À l'une des extrémités, les tours de gobelets en plastique cernaient des carafes de vin, des bouteilles de soda et des briques de jus de fruits. Ce n'était pas le chic du pique-nique de l'Élysée, mais le ciel était encore bleu malgré l'heure tardive et les convives se saluaient chaleureusement. L'homme en costume, sur le podium, tapotait le micro. Il articula quelques mots en fixant le technicien d'un œil perplexe. Un puissant larcène fendit l'atmosphère. L'assistance, formée de petits groupes éparpillés, se tourna vers la scène comme un seul homme. La caméra en plan fixe se situait sur la largeur opposée du podium. Elle engoblait le terre-plein, puis, dans l'axe, la scène et l'écran géant. L'homme en costume rougit. Bien penché sur le micro, il commença à parler, et ce n'est qu'au troisième ou quatrième mot que les enceintes se déclenchèrent. « Mes chers amis, que cette année ne soit pas celle de l'oubli. » Là, dans l'angle en bas à gauche, s'éclama Rosière, la mamie à frisette. C'était bien Marie Sauzelle, mais toujours pas de Buronne, et cela ne soulageait Capestan. Elle ne tenait pas à apercevoir la haute silhouette un peu molle du directeur. Elle scrutait la foule, fébrilement, en espérant surtout ne rien trouver. Et soudain, une autre silhouette, plus sèche celle-ci, attira son regard. Elle la pointa du doigt sur l'écran à l'attention de Rosière et de Le Breton. Ils attendirent que l'homme se retourne pour confirmer. Pas de doute. « Valincourt », fit Le Breton. « Qu'est-ce qu'il fait là ?» ajouta Rosière. « Regarde !» Marie Sauzelle s'approchait de Valincourt. Elle le salua et demeura à ses côtés. Ils échangèrent quelques mots tout en gardant les yeux sur l'homme du podium. Après des mois de recherche, le comité que je représente a pu réaliser un film hommage aux victimes du naufrage de... Valincourt se redressa. Il n'écoutait plus sa voisine. Et pendant que défilent les photos, je vous serai reconnaissant d'observer les plus grands silences. Les premières notes du générique des étoiles du cinéma retentirent, et sur l'écran, des photos de visages défilèrent en fondu enchaîné, pendant que l'homme en costume égrenait des noms. « C'est un ringard », marmonna Rosière. Le Breton secoua à peine la tête, et l'attention de Capestan revint sur l'angle à gauche de la télé. La silhouette de Valincourt était tendue comme un arc. Sauzelle sortit un mouchoir et commença à se tamponner les yeux. Mais le geste, soudain suspendu, elle fixa le grand écran, puis Valincourt, et de nouveau l'écran, et Valincourt. Le film hommage dura quelques secondes encore et un dernier fondu au noir acheva la projection. Marie se tourna entièrement vers le divisionnaire et se mit à lui parler avec animation. Il fit un mouvement de dénégation et posa une main apaisante. «
quoique autoritaire, sur l'épaule de la vieille dame. Celle-ci opina, mais on ne la sentait pas convaincue. Elle se laissa néanmoins conduire au buffet. Ils sortirent en partie du champ. La vidéo s'acheva peu après. Je me demande ce que Sozel lui a raconté pour que ça l'agace ainsi, fit Capestan en pressant le bouton de veille de la télé. Elle éjecta la cassette du magnétoscope et la rangea dans son boîtier en plastique. À l'aide d'une seule vidéo, on obtenait plusieurs certitudes. La commissaire les énuméra. Valincourt faisait partie du collectif. Tout comme Marie Sozel, il avait donc voyagé sur le K-Line Express, bateau sur lequel officiait Yann Guénan. Tous trois s'étaient forcément croisés, et surtout peu de temps avant sa mort. Sozel avait rencontré le divisionnaire. « Je crois qu'on peut laisser tomber Buron », souleva Rosière. « On tient un autre flic. » Capestan, la conscience gonflée d'espoir, acquiesça avec un empressement mal dissimulé. Elle partit telle une flèche en direction des chemises empilées sur son bureau. Elle revint vers le canapé et dispersa les PV du dossier Guénan sur la table basse. Les trois têtes se penchèrent de concert pour parcourir les signatures. Aucune mention de Valincourt. Mais pour Marie Sozel, il y était, et pour Maël Guénan, pas de convulsion, on l'a vu sur place, conclut Capestan. On a notre coupable, plastronna Rosière. Non. Non, doucement, tempéra le Breton. Il était sur une enquête et il connaissait au moins une des victimes. De là à en conclure qu'il a commis les meurtres. Attends, Louis-Baptiste, fit Capestan. Il connaissait la victime, mais surtout il ne l'a pas signalée, ni dans le dossier de l'époque, ni lors de ma visite. Il m'a même affirmé ne l'avoir croisée que morte. Il est distrait quand même. Le Breton se recala au fond de son fauteuil et croisa les jambes. Le commandant n'était pas homme à se laisser gagner par la précipitation. Possible. Il faudrait éclaircir la raison de ce silence. Aussi bien... Oh, mais il nous emmerde, l'IGS repenti, s'exclama Rosière. On te dit qu'il est pourri jusqu'au trognon. D'accord, t'énerve pas, Eva. Qu'est-ce qu'on fait alors demanda le Breton, amusé malgré lui. On transfère la filature sur Valincourt, même profil, même méthode, confirma Capestan. Avec ce qu'on a, on peut lui rendre une visite de courtoisie, non s'emballa Rosière. Non, trop tôt, freina la commissaire. On n'a pas assez d'éléments à charge pour l'auditionner. Tu rigoles ? Non, aucune preuve formelle, pas d'ADN, pas d'empreinte, uniquement des concordances. Oui, on en a dérangé pour moins que ça. Oui, mais on vise Valincourt. Monsieur... 3 rosettes à la boutonnière. On ne peut pas se lancer frontalement, sinon on va se ramasser comme pour Riverny. Il nous faut le mobile et un minimum de préparation. On doit tout savoir du divisionnaire avant d'attaquer. C'était bien de connaître le meurtrier, encore fallait-il le coincer.